Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de Générique, le podcast qui pose des questions génériques aux gens qui sont au générique. Ce podcast est enregistré dans les locaux de la CST et il est l'œuvre de l'association Level Up. Ce soir, la première question que nous allons nous poser tous ensemble et de laquelle nous allons discuter est: l'intelligence artificielle est-elle contre l'intelligence collective ? Je suis Bastien Chauvet et pour y répondre, je me suis entouré de spécialistes, mais également des gens qui vivent aux côtés de l'intelligence artificielle et qui sont prêts à venir nous en parler, à philosopher, à discuter tous ensemble. Nous aurons avec nous Julien Martin. Julien Martin est directeur de la R&D, il est également docteur en sciences de l'informatique et il a réalisé il y a déjà des lunes de cela une thèse sur l'intelligence artificielle. Nous aurons également avec nous Maud Chalmel. Maud est illustratrice et elle sera entendue le 5 mai prochain au Sénat afin de parler de l'intelligence artificielle, de son évolution, mais également des dérives possibles et de surtout comment faire pour légiférer et protéger les artistes et les auteurs. Également autour de la table, Benjamin Bardou. Benjamin Bardou est un grand math painter français, mais il est également un artiste numérique et il travaille énormément avec l'IA autour des thématiques de l'espace latent. Enfin, j'ai le plaisir pour m'accompagner dans l'animation de ce podcast d'accueillir avec moi Reda Sedar. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans Générique. Pour commencer, j'ai envie de poser une question encore plus générale que celle de la question générique, qui est: qu'est-ce que l'IA ? Parce que puisqu'on va parler d'IA, on va commencer par essayer de se définir tous ensemble qu'est-ce que l'IA. Et forcément, je vais me tourner vers toi, Julien. Forcément, ça va être pour toi, notamment parce que une des premières fois qu'on avait parlé de ce sujet ensemble, tu m'as dit un truc qui m'a marqué et que je continue à redire comme si c'était de moi, qui est: non mais l'intelligence artificielle n'existe pas. Tu m'as expliqué pourquoi. Comment ça se définit, ouais. On va essayer de faire court. Historiquement, le terme naît, je crois, en 1956 pour une conférence aux États-Unis. Et il me semble que déjà, c'était un peu un coup marketing, parce que c'est, j'ai plus son nom, ce chercheur très connu qui a voulu appeler ça intelligence artificielle et pas le mettre sous un autre terme plus justement générique. Et donc en 1956, je pense qu'on peut dire que c'est la naissance de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît. Après, on peut remonter au mythe, je veux dire sur le robot, etc. Bien sûr. Mais peut-être qu'on n'a pas le temps ce soir. Et puis en plus, je suis pas sûr d'être assez calé en mythologie. Assez calé en mythologie, absolument. Et donc, je dirais à peu près dans les années 50, aux États-Unis. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est plus concrètement ? C'est l'ensemble des techniques qui permettent de mimer l'intelligence humaine. Donc après, il faudrait passer à ce qu'est l'intelligence humaine. Pouvoir, à terme, assez rapidement répliquer les travaux humains, alors cognitifs, mais aussi sensorimoteurs. Donc voilà, de créer des agents autonomes qui avaient les capacités, disons, d'un humain moyen et qui pourraient se débrouiller. Et est-ce que finalement on n'est pas aussi dans quelque chose qui est, tu dis, qui est de singer, en fait, qui est un peu illusoire, c'est-à-dire que moi, de ce que j'en comprends quand on en discute, c'est que en fait, le principe de l'intelligence artificielle, assez paradoxalement, c'est que c'est le résultat qui compte. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas forcément ce qu'elle fait, en fait. Typiquement, en tout cas, puisque c'est beaucoup ce dont on va parler ce soir, sur une IA générative, elle va aller reproduire un schéma, mais elle n'a aucune connaissance réelle de ce schéma. C'est juste on l'a entraînée à dire, bah ça, c'est ce qui plaît à mon humain, en gros. Donc elle va aller restructurer des schémas en fonction de ce qui plaît à l'humain, mais c'est pas pour ça que... Enfin, typiquement, si je donnais je sais pas, un rendu à faire en 3D à une IA et qu'elle me sorte une jolie lumière, en fait, elle n'a aucune connaissance physiquement de ce qu'est un photon. Elle va juste dire, dans toutes les images que j'ai générées, celle-là, 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 on m'a dit que c'était correct, donc je vais le reproduire. Alors oui, puisque on parle du modèle connexionniste, donc des réseaux de neurones, du deep learning et du machine learning plus généralement, qui effectivement apprend à partir des données, se fait un modèle interne et donc reproduit, ou en tout cas est entraîné à produire un certain ensemble d'images en l'occurrence. Donc, est-ce qu'elle comprend ? Non, il n'y a pas de réflexivité, a priori, enfin moi je n'ai pas la connaissance. On peut pas dire qu'elle
comprennent, d'ailleurs on pourrait parler aussi des LLM, des langages, des grands modèles de langage, ils ne comprennent pas vraiment, par contre ils forment des structures qui compressent et représentent le langage. Et on a fait un pas, parce qu'on ne va pas dire que des choses positives, on a fait quand même un pas énorme en traitement de la langue dernièrement. Là. C'est quand même phénoménal. En tout cas, en termes d'ingénierie, de capacité, voilà, en grammaire. De toute façon, vous voyez, on communique tous les jours avec ces objets. Et donc, ça ne comprend pas, il me semble, non, ce qu'est un photon. Voilà. C'est marrant, c'est un terme que j'ai vu arriver là depuis quelques semaines, de l'espace latent. Ça m'a fait sourire aussi de voir que en ce moment, justement, tu travaillais là-dessus, puisque voilà. Et c'est un terme que j'avais pas entendu il y a encore un mois, en gros. Donc je m'y suis intéressé forcément. Et est-ce que, je sais pas, l'un ou l'autre, vous pouvez peut-être belle un peu du coup, non? Ouais, parce que tu te sens d'enchaîner? Ouais, enfin, moi, d'après mes Dans ton recherches, interprétation, oui, voilà, parce qu'après, c'est très technique. Pour moi, l'espace latent, d'après les définitions, donc c'est un espace mathématique, un pairing entre les images et le texte qui sont en fait convertis en vecteurs. On interroge cet espace mathématique, un espace donc il n'y a pas d'image dedans, il n'y a pas de texte, c'est juste des coordonnées numériques en fait, pluridimensionnelles, enfin presque abstrait quoi en fait. C'est difficile à définir comme ça, même humainement, j'ai l'impression que c'est... Ouais, ça dépasse un peu notre capacité. Une fois que la machine est lancée, est-ce qu'on arrive à savoir un peu ce qui se passe dedans, comment ça se connecte? C'est des travaux qui commencent, enfin qui existent depuis un moment, mais qui commencent à bien se développer, qui me semblent les plus intéressants, on va dire. Donc oui, alors on parle même de la malédiction de la haute dimensionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile. On connaît les espaces tridimensionnels, pas mal, chez nous, en 3D, voire 4, 5. C'est déjà difficile à représenter. Oui. Là, on parle de centaines de milliers, voire plus, de dimensions pour représenter les données. Quoi, c'est à la fois fascinant et en même temps inquiétant, quoi, en fait, parce que ça nous dépasse. Ouais, ça nous dépasse. Enfin, on peut le recouvrir par l'espace imaginaire aussi. Je reviens tout à l'heure à cette idée d'intelligence artificielle. J'ai l'impression que peut-être on se trompe de concept. Il y en a qui parlent d'imagination artificielle. En tout cas, pour les images, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi presque industrialiser l'imaginaire, enfin la production d'images dans nos têtes. Et c'est peut-être ça le point intéressant dans la définition d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas l'imagination artificielle qui nous occupe en fait sur le discours, en effet, plein de choses comme ça. Enfin, oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour une fois, c'est bien nommé. C'est-à-dire que le côté génératif me semble plutôt bien décrire ce que c'est, pour une fois. Parce que l'intelligence artificielle, depuis le début, on a un problème. En fait, après, la question qui vient rapidement, c'est l'incorporation, le corps, quoi, en fait. Est-ce que cette intelligence a un corps ou pas? D'ailleurs, si on revient au début, on est quand même très autonome. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à respirer, à marcher. Enfin, toute la mécanique est faite. Au début, donc dans les années 50, on pensait que ça allait être résolu facilement. Et donc, on s'attaquait aux échecs, aux problèmes symboliques. Voilà, c'est pour ça que c'est la première partie de l'intelligence artificielle qui a beaucoup avancé. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la plus dure, finalement. C'est le sensorimoteur. Donc, les robots aujourd'hui sont très impressionnants, mais on a mis quand même énormément de temps. Donc, le côté ce qui nous paraît le plus simple chez nous, se mouvoir, respirer, le sens commun, etc. Ce qu'on ne dit pas vraiment, mais ce qu'on sait. Tout ça est très difficile pour des intelligences artificielles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement, non? C'est ça? Quelque chose comme ça, d'essayer de faire correspondre ce genre de choses qui sont intrinsèquement humaines. C'est plus effectivement ce que va produire le modèle est tolérable par l'humain, quoi, en fait. C'est plus ça. Et l'alignement, c'est effectivement, il va générer des phrases et des conversations qui sont tolérables, voilà, qui sont admissibles. Ouais, donc c'est pas simplement le bon résultat. C'est pas simplement de dire non, là tu t'es trompé, là tu t'es pas trompé. C'est aussi ça, je considère. C'est une forme, mais c'est une forme un peu plus abstraite encore. C'est vrai que je l'avais pas formulé comme ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, de poser des limites sans aller jusqu'au Asimov, mais de se dire comment je fais pour que ça ne dégénère pas. Mais cela dit, c'est malgré tout presque des questions éthiques qu'on pourrait aussi déjà se poser à un plus bas niveau, l'impact que ça a là directement dans nos métiers. Est-ce que finalement sa limite, elle n'est pas déjà plus loin de ce qui est prêt à accepter un client? Est-ce que malgré ses limites, c'est déjà une menace en fait? Moi, je pense que c'est ton sujet un peu en ce moment, mais... Alors du coup, quelles limites? Parce que moi, je ne les vois pas, les limites. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a pas, justement. Il y a zéro cadre juridique. C'est arrivé entre 1956 et 2023. Il s'est passé
il s'est passé un long temps, et 2023, ça a été très peu progressif en fait. Ça a été très très vite hyper bluffant. Très très vite, ça a été adopté par la population parce que très accessible, très facile d'accès, très facile de manipulation, et puis les résultats étaient bluffants. Donc ça a été adopté par le jeu notamment, hein, avec les starter packs, en flattant l'ego des gens. Ça, on aime bien en plus dans cette ère des réseaux sociaux. On est encore, je pense, en phase de stupéfaction. Enfin, c'est arrivé. Aujourd'hui, on commence à être dans cette phase où l'Amérique invente, la Chine copie et l'Europe régule. Là, on est dans cette phase où l'Europe c'est un peu tardif parce que l'IA évolue tellement rapidement que du coup, il y a beaucoup de choses immorales qui se sont passées, qui sont encore en cours. Donc là, l'Europe commence à s'intéresser, notamment la France, à s'intéresser à un cadrage en fait juridique, moral, éthique, pour la protection, que ce soit de l'écologie, de l'œuvre de l'esprit aussi, de tout ça. L'Europe est donc à l'écoute des problématiques. Et je disais la France surtout parce qu'il ne faut pas oublier que la France, elle est la précurseur. Enfin, c'est elle qui a créé le système de droit d'auteur qui a été adopté par un grand nombre de pays dans le monde, et ce qui fait vivre en fait énormément d'artistes, auteurs. Et ce droit est menacé. Parce que autant l'IA est un petit peu une entrave en fait pour nous artistes, là où ça pourrait être quelque chose d'aidant. Et nous, artistes, on est aussi une entrave pour l'IA générative à la progression de cette évolution technologique, quoi. Et actuellement, c'est un peu un début de bras de fer, quoi. Et nous, on voudrait que tout le monde s'entende bien, en fait. Nous, on ne veut pas être une entrave au progrès, et en même temps, on ne veut pas subir la technologie. On a vraiment l'impression qu'on nous met un outil dans les mains et qu'on nous force à l'utiliser, en disant voilà, c'est sur le marché du travail, il y a une demande de connaître cet outil, de l'utiliser. Nous, on a juste envie de peindre, en fait. On a juste envie d'être là dans l'espace, à créer, à avoir une intention, maîtriser cette intention par le geste, sans que quelqu'un nous le remplace pour qu'on ait le temps de faire le ménage à la maison ensuite derrière. On veut des robots qui font le ménage à notre place et pas qui peignent. Voilà, et pas qui peignent. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup ce rapprochement-là qui se fait avec ce changement de technologie, et c'est à mon sens un peu des raccourcis. Mais on voit beaucoup de trucs de oui, non mais c'est une révolution et il va falloir vous y mettre parce que c'est une révolution. Donc on fait le parallèle avec deux choses souvent, c'est la révolution industrielle. On dit bah oui, mais la révolution industrielle, ça a tout changé, etc. Bon, c'est vrai qu'on va reparler du travail et du vol de travail ou pas, ou de comment collaborer ou dompter l'IA, etc. Mais il y a un peu le truc où on se disait voilà, on était censé, comme tu le disais, tous être en vacances et avoir un salaire universel, et c'était trop bien. En fait, il n'y a jamais eu autant de burn-out que depuis la révolution industrielle. Donc finalement, on n'a pas arrêté de travailler, loin de là. Et l'autre parallèle que je vois aussi beaucoup, c'est celui de la photographie. On dit, mais quand les peintres qui faisaient des portraits, quand la photographie est arrivée, bah, il a bien fallu, etc. Ce qui, je pense, est un peu là aussi un biais cognitif un peu facile, puisque le peintre, même s'il faisait des portraits, ne faisait pas ce que pouvait faire l'appareil photo. Et finalement, la peinture s'est réinventée, donc peut-être que nous, on va devoir se réinventer aussi. Et puis, il y a plein de gens qui faisaient des portraits qui sont venus faire de la photo, finalement. Mais voilà, j'ai pas l'impression que la photographie se substituait à quelque chose, alors que typiquement, comme vous nous l'avez expliqué, en fait, l'IA est entraînée à reproduire spécifiquement ce que toi, Maud, tu fais. En fait. Donc il y a un truc intellectuel qui, je pense, est un peu... Et justement, Benjamin, toi, comment tu perçois justement cette utilisation de l'IA qui, pour ton travail, du coup, en travaillant en tant que man painter, peut te menacer directement et ou être un outil pour l'utiliser, mais en tant qu'artiste, toi là, tu la vois d'une manière assez différente. Du coup, oui, cherche pas à répliquer partagé, quelque chose. en fait, parce que dans les VFX, on est confronté à ça directement. Enfin, surtout en publicité, par exemple. Donc, c'est des temps de production assez courts, avec un petit peu moins de moyens que pour les longs métrages. Donc, on va aller à l'essentiel. Si un graphiste peut faire le job d'un matte painter en générant un décor dans Midjourney ou autre, et se passer d'un matte painter, il va le faire, même si en termes de qualité, ça sera un petit peu moins intéressant. Il y aura peut-être moins d'expertise, mais là encore, ça vient du spectateur en lui-même. Enfin, ce qui va faire foi là-dedans, c'est la culture de celui qui va regarder, en fait.
Mais en même temps, d'un autre côté, oui, en tant que, on va dire, artiste numérique, moi, c'est fascinant, enfin, l'espace latent en termes de changement de paradigme, en fait, sur la représentation, sur même l'intériorité l'intentionnalité de l'artiste, en fait. Est-ce que c'est une construction aussi historique par le romantisme, etc. On voit qu'on est capable de faire des images sans cette intentionnalité, et il y a quand même des belles images qui sortent. Enfin, il y a des images qui sont... j'ai vu des nouvelles formes d'images, en fait. Enfin, on a vu plutôt au début de Mid-Journée, par exemple, ou même le Deep Dream de Google. Avant ça, on ne faisait pas ce genre d'image, donc il y avait quand même quelque chose d'hyper intéressant au niveau de façon originale, quoi. Donc, en tant qu'artiste, on va dire ça comme ça me... C'est une terre à explorer. Ouais, en tout cas, tu cherches pas uniquement à retrouver un outil qui te permet de reproduire quelque chose, mais plutôt par justement ce que vous disiez sur l'espace latent, etc. En fonction d'où il va piocher, peut t'amener à créer au final quelque chose, quoi. C'est ça. Moi, j'ai fait un projet pendant des années qui s'appelle Megalopolis. J'essayais de reconstruire une ville imaginaire, en 3D, par différentes techniques, le montage, le scan 3D, nuage de points, etc. Donc pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. Et avec l'espace latent, donc, si on l'interroge, c'est comme une sorte... Pour moi, c'est comme si je me baladais dans une ville virtuelle en 3D que je créais. Là, en fait, je me balade dans l'espace latent et comme un photographe dans une ville. Voilà, j'ai trouvé une sorte de parallèle, en fait. Et on n'a vu qu'une petite partie, je pense, parce que pour l'instant, on voit des images, c'est vrai, qui copient ce qu'on fait déjà, en fait. Mais je pense qu'on peut créer des nouvelles formes avec ça, sauf qu'on ne les voit pas encore. Enfin, Tu parles d'images créées sans intentionnalité, mais c'est-à-dire que tu parles de génération aléatoire. Il y a quand même souvent une intention, malgré tout. C'est-à-dire que même devant Mid-Journée, on te demande quelque chose de précis. Le principe, c'est le prompt. Mais... Je voulais revenir dessus aussi. Parce que, ce qui est intéressant, c'est un cheminement, effectivement. Au début, oui, enfin, plutôt à la fin, mais au début, je veux une image de chat. Bon, ça, c'est une intention, mais l'image en elle-même, elle peut être très, très lambda, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué être très difficile, c'est d'obtenir quelque chose de très précis, rapidement. Mais c'est pour ça qu'il y a un problème d'intention, justement. Oui, si ton intention de départ, il y a quelque chose de très précis, avec un illustrateur, le message passe peut-être plus si tu le briefes avec un moodboard ou un truc comme ça. Oui, j'aurais dit vision, c'est-à-dire que c'est la représentation que j'ai de l'objet que je veux créer, parce que l'intention, je veux créer tel type, et après, c'est comment je l'exprime, comment j'y arrive. Et c'est vrai que c'est difficile alors ça s'améliore beaucoup, mais au début, j'ai très mal à la contrainte. C'était quand même... Mais heureusement, c'est déjà hyper facile. C'est-à-dire que j'ai vu aussi, moi, des artistes comme vous qui l'utilisaient dans un processus itératif, interactif, que je trouve ça fascinant. Quoi. Et ils redessinaient dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça une vraie nouvelle forme. Alors moi, c'est tout le contraire, justement. Si je peux me permettre de dire ça. Bien sûr. En fait, j'ai eu plusieurs fois des occasions de personnes qui venaient me voir avec des images générées en IA. Et on me demandait de les retoucher. Et moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour créer, en fait. Je suis pas là pour faire de la fin. Tu vois, après 20 ans de carrière et tout, je dors toujours dans mon canapé. Tu vois, j'ai envie d'évoluer, de faire des trucs financièrement aussi intéressants. Et voilà, être payé 20 balles pour faire de la retouche parce que tu as fait l'erreur de choisir une image en IA parce que tu n'avais pas le regard, parce que Adobe Stock n'est pas au point sur les critères de sélection. Quand tu coches « je veux pas d'image générée en IA », il va quand même t'en proposer. Et donc, le demandeur va, sans le faire exprès, acheter des images en IA, alors que sa politique l'interdit, c'est tout ça. Et donc après, souvent, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande d'interagir dessus. Et c'est pas la phase... Quand tu es artiste, visuel en tout cas, je suppose pour plein d'arts différents, la partie créative, c'est la plus intéressante, tu vois. C'est comme si on te disait, tu vas pas enfanter, il y a une machine qui va faire un bébé à ta place, tu vas pas avoir ton bébé grandir dans ton ventre, tu vas même pas avoir à coucher, t'inquiète pas, on va tout faire le boulot et on va te le livrer adulte. Et si tu veux retoucher des trucs, tu vois,
En pense fait, que l'art, des c'est clients. vraiment quelque chose de... Malheureusement, même. Je comprends ce que tu dis, et c'est vrai aussi pour les développeurs. Parce que maintenant, il y a des gens qui se pensent développeurs en demandant dans ChatGPT, à une IA dans ouais, un environnement, de créer un logiciel, et puis après ils viennent. Alors faites, comment ça a marché? J'ai vu quelqu'un qui dit, bon, bah, ok, je vais ouvrir un nouveau service, faites ce que vous voulez, et puis quand vous aurez un problème, vous m'appelez, et c'est 1000 balles de l'heure. Et donc je reprendrai votre travail. Mais donc ça existe partout. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai vu un artiste créer de bout en bout, c'est-à-dire qui s'est approprié l'outil, le modèle, pour proposer quelque chose, parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est l'initial qui... Alors là, c'est vraiment l'espace latent, parce que la proposition initiale va te placer quelque part dans l'espace. Et, c'est comme jouer au mais pas fléchette seulement. dans le noir, en fait. Ouais, globalement, mais pas seulement. Enfin, selon moi, là, c'est vrai que là, je suppose des choses, parce qu'on n'est pas à savoir vraiment bien comment ça se passe, mais effectivement, ça te place quelque part quand même, puisque c'est une représentation spatiale, géométrique. Mais en plus, ça, comment dire, ça donne une résolution. En plus, c'est-à-dire que tu pourrais être quelque part et voir flou. C'est-à-dire que selon ta proposition, tu es quelque part et plus ou moins net, disons. Enfin, et avec un angle, une perspective. C'est-à-dire, tu as quand même un regard. Et donc, il faisait ça, une proposition initiale qui l'aboutissait au point qu'il voulait, en fait. Il pourrait peut-être même faire quelque chose de définitif et me dire, fais mieux, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'était graduel et c'était à son initiative et itératif. Et, enfin, moi, je suis pas artiste, mais j'ai trouvé ça intéressant comme processus de travail. Et je me dis que là, il y a toujours de la création. C'est-à-dire, il partait d'un croquis. Il partait d'un premier dessin et qui pouvait effectivement soumettre en demandant peut-être des détails qu'il ne voulait pas forcément ajouter, ou de proposer des variations, des variations, etc. Et reprendre après lui-même pour le resoumettre, etc., itérativement jusqu'à ce qu'il... Ça, pour moi, il y a une vraie collaboration, pour le coup. Parce que tu restes maître de tes intentions. Absolument, ouais. Tu vois, c'est pas la machine qui va t'apposer C'est un ça. truc, qui va te proposer quelque chose, toi tu vas modifier à ta manière, et il va y avoir vraiment une relation ping-pong. Que quand tu crées, je parlais de l'exemple du jeu de société dans lequel je travaille, et que tu as des éditeurs, ça les démange, ou des auteurs, qui disent, bon, bah, moi je peux le faire moi-même en fait, et qui vont créer des prototypes, et qui vont se dire, mais en l'état je peux l'éditer, et qui vont faire des Kickstarter, et puis voilà. Et ça va être, tu vois, il va y avoir peu d'itérations. Peut-être le gars, il va découper sur Photoshop parce qu'il a les bases sur Photoshop, et puis il va peut-être recomposer son image à partir d'un décor, et puis il va aller réétalonner un petit peu. Et c'est bon. Et pour moi, c'est un échange pauvre. Et ça peut tuer le marché aussi, le marché du jeu de société, qui est déjà assez explosif, comme celui de la bande dessinée, justement. Et moi, ce que je veux, c'est voir des artistes, déjà, qui gardent la main sur cet outil-là. Et qui s'amusent avec et qui créent des choses avec un véritable échange, plutôt que quelque chose d'ouvert à tout le monde et de quelque chose qui peut briser des systèmes, pas que des emplois, qui peut aussi briser, appauvrir la culture visuelle en nous imposant des affiches toutes pourries faites par des mairies qui sont censées un peu nous soutenir, tu vois, pour des événements culturels comme le livre, des événements hyper humains. C'est vrai que la culture de l'œil, je pense, elle est importante. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Ben, tout à l'heure. C'est que moi, j'ai l'impression, depuis que j'ai commencé mon métier dans les trucages, où au début, tu arrivais sur un plateau, tu étais un peu... tu faisais chier, quoi. Tu arrivais, tu prenais des mesures, tu faisais arrêter tout le plateau, machin. Les effets spéciaux, c'est ça, c'était pas sexy. Tu vois. En tant que superviseur. En tant que superviseur, on te ramenait à la porte. Et puis, le DVD, Blu-ray, tout ça est arrivé, surtout le making-of, et d'un seul coup, c'est devenu même un argument promotionnel, et genre d'un seul coup, là, t'arrives, t'étais là 2 jours, mais t'étais la resta. Enfin, genre, clairement, c'était le mec magique, ah, il va avoir un fond vert, tu vois. Et voilà. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est que justement, ces making-of, ils ont éduqué l'œil des gens. Et ça nous a aussi poussé. Alors, si on fait ce métier honnêtement, j'ai envie de dire, mais ça nous a poussé à essayer d'aller chercher toujours plus loin une qualité d'image, etc. En tout cas, c'est ce qu'on fait on va dire des grosses sociétés, 3 étoiles, si on devait faire un parallèle avec la cuisine. Évidemment, il y a aussi plein de productions qui ont été faites à l'heure du numérique où on se dit, on produit vite, on peut itérer vite, et du coup, peu importe la qualité de ce qui sort, mais en tout cas, ça a éduqué ça. Et c'est une de mes craintes, en fait, tu vois, par rapport à l'IA, c'est de se retrouver sur le marché du travail, mais également à l'extérieur, avec des gens qui ont pris pour acquis cette qualité visuelle-là, parce qu'en fait, on a estimé qu'elle était passable, que du coup, elle a été éditée, qu'à partir de là, en fait, c'est elle qui nourrit l'œil,
Et du coup, c'est un peu comme quand on dit c'est pas grave, c'est pour les enfants. T'as envie de dire, mais justement, mon Michel, c'est ça le principe. Et je l'ai vu dernièrement, on marchait dans une ville touristique et il y avait des affiches à vendre et clairement 80% étaient faites par IA. Et je me dis, moi, je suis un professionnel, j'ai l'œil entraîné, je vois les patterns, je vois le manque de grains, je vois l'espèce de truc lissé, smear, etc. avec les couleurs qui pètent où clairement, t'es pas dans le bon espace colorimétrique. Mais, et en même temps, il y a plein de gens à côté qui... Les gens sont contentes, en fait. Oui. C'est OK, tu vois, ça valide. Et tu te retrouves avec un appauvrissement qui est là, qui est présent, qui est invisible, mais qui tend vers l'idiocratie, en fait, j'ai envie de... doucement. Hein. Et là, l'idée, c'est justement d'aller droit dans le mur, mais pas aussi vite que ça, tu vois. Après, quand on voit qu'il y a beaucoup de, notamment films maintenant, toute la grosse industrie hollywoodienne, AAA, a vu sa qualité de ses images nettement baisser ces 5-6 dernières années, et que ça se ressent, non pas au niveau du box-office, parce que les gens font quand même des entrées, mais en tout cas au niveau de la critique qu'en font les gens et leur ressenti, etc. Ok, on sait que les grosses industries, pour se faire du fric, ils laissent moins de temps aux gens pour faire des effets spéciaux, des bonnes images, etc. Et ils sortent des bouses qui font des milliards. Mais quand même, le ressenti des gens est que c'est pas de la super qualité, quoi. Est-ce qu'on réussira à quand même garder cette distinction J'ai l'impression que le public est quand même... Alors, en tout cas, dans le cinéma, on est un peu des enfants gâtés aujourd'hui. Hein. On est très, très critique sur des films. On est devenu hyper exigeant de manière très paradoxale. Là où ailleurs, justement, tout passe. Tu vois. Carrément. Donc, donc du coup, tu penses que en dehors du cinéma, où là, justement, effectivement, on est peut-être enfant gâté, que malheureusement, on ne réussira pas à se faire ce distinguo sur d'autres supports artistiques? Je sais pas, il y avait la question aussi qu'avait soulevé le Fossoyeur de film, je sais pas si vous l'avez vu, le cinéma c'était mieux avant, et qui répondait plus ou moins en disant aujourd'hui il n'y a plus vraiment de cinéma, tu vois, il y a des films. Et il y a, j'avais vu au contre-sommet de l'IA justement, où il était question on a atteint un plafond de consommation de films. C'est-à-dire que là, l'américain moyen, une étude qui est sortie, c'est 13 heures d'écran par jour, en moyenne. C'est une belle journée. C'est assez énorme. Oui, le truc, c'est comme tu fumes 5 paquets avec par les jour. écrans Mais... informatiques du travail, pour les 8 heures de travail. Ouais, le travail alors plus, on parce a que déjà on explose le compteur. Nous, dans voilà, notre non, industrie, le swipe des réseaux sociaux, la télévision, les films, le streaming, en fait, tout confondu. J'aimerais bien trouver la source officiellement précise, la source de cette information, mais on a atteint un plafond qui est que on surproduit, en fait, et concrètement, et il y a plein de choses qu'on voit passer, qu'on voit pas vraiment passer, et enfin, au bout d'un moment, ça sert à rien de créer plus. Et dans les studios d'animation, je voyais cet argument qui était de dire, bon, avant l'arrivée de l'IA, en fait, mes ouvriers, ils finissaient le travail à 22h, ils rentraient chez eux, ils voyaient pas leur famille. Avec l'IA, il y a un processus accéléré qui fait que maintenant, ils peuvent rentrer voir leurs enfants. Mais je dis, mais non, grand, en fait, c'est tant que Netflix en fait va te proposer, va voir que tu produis de manière assez efficace, beaucoup plus qu'avant avec l'IA. Ta première année, tu vas avoir tes gosses, mais la deuxième année, il va te demander juste de produire plus. Et donc là, tu vas rentrer à 22, 23 comme avant. Donc en fait, c'est juste une question de plus prendre le temps, justement, de ralentir, comme dans nos moyens de consommation, en fait. Arrêter les fast-foods, prendre le temps de faire les choses soi-même, de prendre du plaisir, de jouir de la vie, de voir nos enfants grandir, sans être dans ces espèces de questions de rendement où en fait, la seule personne qui s'enrichit, c'est pas l'ouvrier qui va gagner plus, en fait. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est les grands patrons, c'est Sam McMahon, tu vois, c'est les mecs qui sont en haut de tout ça, en te donnant l'illusion que ça va être mieux, que ça va mieux se passer. Mais justement, tu vois, il y avait sur ce côté-là, ça me fait penser aussi à ce modèle économique et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et il y a Animage là qui sort ils ont commencé à communiquer dessus une nouvelle saison de Pocoyo. Et en fait, ils ont pu produire du coup cette nouvelle saison en rachetant
coup l'IP et puis ce qui s'est fait précédemment. Et donc ils ont notamment nourri des outils d'IA internes pour aller analyser le board. Alors je suppose que le board doit être précis pour que ça fonctionne correctement, mais pour analyser le board et ensuite faciliter le layout et la pré-animation, on va dire. Donc à partir de l'analyse du board, ils vont poser une caméra, si j'ai bien compris la démo, et aller chercher dans une banque d'animes les posings et les placer aux endroits où il y a les changements de posing dans le board. Voilà. Et donc, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que dans l'interview que j'ai lue, il parlait de 30-40% de gains et s'espérait descendre encore, etc. Et je me suis interrogé en me disant, mais du coup, est-ce que ça vole du travail ou pas? Parce que finalement, cette saison n'aurait jamais existé s'il n'avait pas été capable de la faire moins chère. Donc, quelque part, il a créé des emplois à ce moment-là. Donc là, on est dans la fameuse année 1. Mais finalement, est-ce que ça ne va pas non plus créer un précédent économique en disant, du coup, n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quelle plateforme de diffusion pourrait dire, les 3 premières saisons, je te les paie plein pot. Par contre, à partir de la saison 4, si c'est pas moins 40%, on ne le fera pas. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut... Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire, mes bons amis Nous sommes les petites mains, donc on doit s'adapter au marché du travail, à la demande et à la surproduction, en fait. Où on peut légiférer aussi, aller au Sénat et mettre en exergue ces problèmes. En termes d'avancée technologique, moi souvent je me fais alors parce qu'après je suis assez jeune, mais en termes de boom technologique, je le compare assez à juste l'arrivée d'Internet, avec tout ce que ça automatise, remplace, etc. et tout. Est-ce que en termes de contrôle, on peut arriver... est-ce que on pourrait avec l'IA arriver à plus réussir à contrôler ça, ou alors on sait que là ça devient hyper opaque aussi très rapidement et... Est-ce qu'on arriverait à... Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir compris. À contrôler je pense qu'il y avait une question un peu les droits d'auteur générale. Alors, le contrôler. Pas tellement que forcément il y aura une technologie voilà, mais plus en termes de boom, on a réussi à se pencher sur la problématique, le sujet Internet, quoi, ce que ça représente, les déviances que ça peut avoir, etc. Pour préciser ma question, du coup, là, pour l'IA, on en est à quelle étape, en comparant grossièrement, par exemple, avec les étapes qu'a eu Internet, sur justement le regard qu'on porte dessus, justement la bulle, le contrôle, la bulle qui perce. C'est On n'est pas loin. Bon, je ne sais pas à quel point on peut contrôler là-dessus, mais pour revenir, par contre, pardon, pour faire un tour, moi j'ai l'impression, parce qu'on parle de révolution industrielle, et de les successives d'ailleurs, donc, que celle-là ne donne pas un retour sur investissement aussi massif que les dernières. En tout cas, de ce que je peux lire. Par contre, c'est massif au sens où on en voit toute la journée, on nous en parle toute la journée, et qu'il y a des réels progrès, et il y a des progrès phénoménaux. Donc c'est un peu paradoxal à dire comme ça, parce que en image comme en traitement de la langue, c'est phénoménal l'avancée technique, mais bon, les entreprises n'ont pas l'air de faire des retours sur investissement si énormes avec l'IA, donc c'est pour ça que là, ça vacille aussi. Tu penses qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, tu veux dire? Énormément, oui. Ouais. Bon, moi, ça m'a fatigué. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 200 papiers par jour l'année dernière qui sortaient sur l'IA. C'est un flot constant. Oui, il y a un engouement et il y a une surcommunication. Et donc, pour défendre aussi la discipline, c'est que moi, je remarque quand même qu'on parle de... Quand on va au cœur du sujet, finalement, on s'éloigne de l'IA, parce que finalement, c'est qui décide, qui a l'outil de production, pourquoi faire. L'IA, là-dedans, on pourrait le remplacer par autre chose quasiment, je trouve. Quand on regarde bien les sujets les plus anxiogènes, problématiques, etc., c'est l'exploitation, c'est pas l'outil en lui-même, c'est la surproduction, c'est les bénéfices, c'est ça surtout en fait. Donc en fait la question c'est pas tant qu'il faut avoir peur de l'IA ou pas, c'est qu'il faudrait se demander à qui appartiennent, bon c'est assez marxiste, mais qui appartiennent ces outils de production massifs, les modèles et puis surtout les jeux d'entraînement, les protocoles, parce qu'on parle assez peu, mais finalement ce qui coûte très cher, c'est d'entraîner, et d'obtenir les jeux d'entraînement qui permettent de créer le modèle. Alors que paradoxalement, c'est entraîné. J'avais lu un papier comme quoi c'était entraîné par des gens, pas comme d'habitude, tiers-monde. Oui, j'ai lu, mais pas forcément tiers-monde. J'ai lu, par exemple, le cas chez OpenAI d'un Mexicain qui racontait qu'il avait une interview pour travailler chez OpenAI de 5 heures où il les faisait faire plein de choses diverses et variées. Donc, des tests de programmation, d'algorithmique, qui devaient commenter, dire pourquoi c'est cela. Et puis, il était en train, en fait, d'alimenter le jeu d'entraînement d'OpenAI. Et puis, on l'a pas payé, en fait. On l'a pas payé. On s'en sert,
continue d'aligner en fait. Oui, un peu plus modestement, parce que ça, c'était quand même un professionnel qui avait Oui, commenté sur son des code. tâches et des. Donc, Ah oui. lui était très qualifié, en tout cas, pour la tâche qu'on lui demandait. Ouais. Donc, c'était sûrement de plus grande valeur pour OpenAI. Enfin bref, tout ça pour dire que la discipline, moi, je la trouve toujours aussi fascinante, c'est intéressant. Il y a beaucoup voilà, de communication, malheureusement. Mais le problème est un petit peu ailleurs, je trouve, quand même, globalement. C'est-à-dire, donc, encore une fois, qui possède ces grands modèles, pourquoi ils les poussent comme ça, et qu'est-ce que nous, on en fait, en fait, aussi, parce que normalement, on a un peu de pouvoir, quand même, à savoir aller voir ou pas, s'abonner ou pas à Netflix, etc. Donc, quand même, je crois qu'on a quand même un tout petit peu de pouvoir, pas beaucoup, je suis d'accord. Le pouvoir de consommation. Oui, déjà, le minimum. Et cela dit, pour finir là-dessus, moi, ça fait un moment que je dis à qui veut l'entendre que je trouve que Netflix était déjà en train de générer ces scénarios par intelligence artificielle. Alors, c'est pas le cas vraiment, mais je pense qu'ils se réunissaient là, comme ça, dire alors qu'est-ce qui a marché en général, quel ressort narratif il marche, le casting, ça, et puis bon, ça commence comme si, c'est dans tel décor. Et donc, voilà, je pense qu'il y avait une analyse quantitative. Il y a une légende autour d'House of Cards là-dessus, de dire que avant, Netflix était un loueur vidéo, et puis que quand ils se sont mis effectivement à produire leur propre contenu en streaming, alors on parle d'algorithme, mais enfin de se dire, qu'est-ce qui marche si j'analyse les cycles de nostalgie, de tout ça, qu'est-ce qui est censé marcher aujourd'hui globalement, et production d'House of Cards, parce que c'est censé répondre à tous les critères d'analyse qui ont l'air de... Ce que je veux dire par là, c'est assez logique, puisque si le seul objectif d'une entreprise c'est de maximiser ses bénéfices, il faut qu'ils fassent ça. Je veux dire, à la limite, c'est pour ça qu'il faut parler de la racine et pas forcément de l'IA. Et enfin, pour dire aussi qu'ils le faisaient avant l'IA. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà en train de se réunir à optimiser les scénarios, les castings, les ressorts narratifs, etc. Pour que ça marche. Et moi, je me suis rendu compte en regardant tout ça que je comprends. Enfin, les films que j'ai vus, je ne saurais même plus les décrire. Il n'y a rien qui m'est marqué. Et c'est à ce moment-là, quand j'en ai vu un, je me suis dit, mais en fait, attends, je l'ai vu ou pas déjà celui-là. Et puis j'ai vu des morceaux d'autres films. Enfin, mon cerveau l'a redécomposé. Il me dit, mais en fait, il me sert surtout une qu'en bouillie. Plus, tout est construit autour du mythe du héros à Hollywood. Enfin, il y a beaucoup ça avec le nouvel Hollywood, etc. Et puis, je crois que c'est un épisode de South Park d'ailleurs où c'était décrit comme ça. Il y avait un épisode sur Léa et où il disait mais les gars, mais genre vous avez regardé un Marvel, genre en fait, c'est déjà le même scénario. De quoi vous avez peur que l'IA fasse le même scénario? Mais c'est déjà le même scénario. Et je trouve qu'on en est là en fait finalement, qu'on se concentre sur l'IA alors que on n'a pas besoin d'elle, c'est ça que tu veux dire? Pardon? On n'a pas besoin d'elle finalement. Non. Non, vas-y. Enfin, cette idée que justement que l'IA était déjà là avant qu'elle n'existe, enfin qu'elle n'arrive. Je faisais cette petite blague comme ça, c'est qu'on le voyait déjà sur les murs ArtStation. En fait, on voyait déjà des images qui étaient tout le temps les mêmes, avec tout le temps les mêmes thèmes. Enfin, c'était un peu des itérations de tout le temps les mêmes images. Donc, j'ai l'impression qu'on me préparait, en tout cas nos cerveaux étaient déjà prédisposés à voir ce genre de technologie. En fait, moi, pour revenir un petit peu sur en tant que technologie, en fait, je trouve que par rapport, il y avait la révolution industrielle, puis il y avait aussi Internet, bien sûr, où il y avait c'était porteur d'utopie quand même. Et là, j'ai l'impression qu'on est tout de suite dans le côté un peu funeste de cette technologie-là, où on voit pas que ça peut peut-être être émancipateur pour la société, enfin pour plein d'autres trucs, mais qu'on ne voit pas, quoi. Enfin, parce que c'est capté. C'est absolument ça que je veux dire par là. C'est-à-dire que c'est sur quoi on se concentre, et qui le fait, et à quelle fin, en fait. Et nous, comment on réagit à ça? Parce qu'il y a des voies, justement, d'amélioration. Par exemple, même vis-à-vis de l'écologie, on a des super outils de calcul, là, que sont les téléphones, même nos ordinateurs personnels qui ne sont pas utilisés du tout. On pourrait mettre des serveurs d'IA personnalisés dessus, les faire tourner en local. Ça coûterait un petit peu moins de ressources que de mettre ça sur des clouds comme ça généralisés. Enfin, on mange un petit peu la bouillie de ce qu'on nous sert. Pour aller un peu plus loin là-dessus, effectivement c'est politique en fait. C'est les États-Unis en fait qui portent ça et qui ont cette vision et l'usage culturel de cette IA-là et qui nous imposent beaucoup de choses en fait. Enfin, comment on l'utilise. On prend vos images et on s'en fiche parce que nous on considère que les images c'est monétisable, etc. Et puis la culture de l'image, nous on s'en fiche un petit peu. Enfin, bon. Donc, et c'est vrai que nous on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture par rapport à l'image, etc. Mais on se défend pas vraiment en fait. Et surtout
on est un petit peu faiblard sur comment on s'organise. Moi, je pense qu'il y a des solutions, encore une fois. On peut très bien déjà se faire une BDD d'images, on va dire, libre de droit, open source, ça existe, hein, mais euh, orientée culturellement peut-être européenne, tu vois, par exemple, si tu veux raconter une histoire, je suis breton, si je veux raconter une histoire des Bretons, je suis pas sûr en tapant mon prompt dans Midjourney, je sais pas si je vais avoir vraiment le breton de 1860, etc., ou même les Chouans, si je veux raconter l'histoire des Chouans, je suis pas sûr que j'aurai exactement l'image telle qu'elle était, en fait, telle que historiquement elle a été créée et constituée. Et peut-être que déjà s'emparer et proposer ça pour comment dire, les habitants, les Français et les Européens déjà, qui s'approprient leur propre histoire et qui peuvent la raconter à leur façon avec leurs images, ce serait déjà pas mal. Mais sans être pollué par les stéréotypes américains. bah ouais. J'avais vu, je crois qu'il y a une. Ouais. Je crois qu'il y a une émission sur Arte. Je l'ai survolée, bien sûr. Je sais pas. Mais je crois que c'est quelqu'un qui essaye de raconter l'histoire du point de vue des Noirs, en fait, l'esclavage, etc. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je crois qu'il a du mal, justement. Il se rend compte qu'en fait, donc c'est éminemment politique, en fait. Si je veux, par exemple, raconter... ce qui m'intéresse dans l'espace latent, politiquement, c'est que déjà, ça peut mettre en lumière des histoires qui ont été oubliées. On sait tous que l'histoire, c'est raconté par les vainqueurs, donc ça peut être super intéressant de montrer des choses qui ont été oubliées, justement, des redécouvertes, une actualisation du passé dans le présent, parce qu'en fait, le passé, il est toujours malléable, il est toujours vivant, en fait. C'est comme un souvenir qui peut une remémoration, une réminiscence plutôt, qui peut arriver comme ça d'un seul coup. Et si on a un outil pour le faire, et qu'il est juste en termes visuellement, en fait, ça peut aider à transformer le présent et comment on se représente, quoi. Oui, puis porter notre attention sur les projets les plus intéressants, parce qu'il n'y a pas que de la bouillie. Par exemple, DeepMind, qui est quand même un des gros, a produit, je trouve, comme l'avancée presque scientifique la plus importante en résolvant, mais en avançant beaucoup le problème du dépliage de protéines, donc à partir du code génétique, par ces mêmes technologies. On en parle très peu, en fait, alors que c'est très impressionnant. Ils résolvent aussi des problèmes de mathématiques. Ils ont appliqué les mêmes types de techniques pour résoudre des problèmes mathématiques de plus en plus compliqués, avec des preuves, etc. Donc une hybridation. Là. Et puis on voit tout de suite, d'ailleurs, qu'on n'est plus dans une seule technique et technologie. On voit qu'il y a des hybridations qui viennent dans ces projets-là les plus intéressants. Donc je trouve ça... on devrait plus montrer et porter d'attention à ces projets-là. Et en image, il y en a d'autres. Cette personne que j'ai vu travailler, c'est peut-être anecdotique, mais je suis sûr qu'il y a plein d'initiatives qui sont intéressantes et intégrer l'IA dans les outils traditionnels, c'est ce que j'ai essayé de faire récemment, en tant que vraiment opérateur comme parmi d'autres pour se faciliter la vie et d'ailleurs ne pas faire travailler des Indiens sur des films qui ne coûtent pas forcément moins cher, en tout cas au niveau climatique, et puis se réapproprier le film. D'ailleurs, et pour finir là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est que si on donne ces outils-là dans les workflows classiques, les outils classiques d'effets spéciaux et d'images, on redonne du pouvoir aux artistes. Parce que ce qui se passe, alors oui, les équipes sont plus petites, mais les artistes ont en responsabilité des séquences entières pratiquement, puisqu'ils sont équipés de ce qu'il faut pour les traiter. Et je pense que avant l'intelligence artificielle, moi, ce que j'ai remarqué dans les grosses productions, c'était quand même... moi, j'ai pas vu la même étincelle dans les yeux des graphistes il y a quelques années que 20 ans en arrière. C'est-à-dire que les tâches étaient tellement découpées, ils étaient tellement nombreux qu'ils n'avaient plus vraiment sensation de maîtriser ce qu'ils faisaient, d'avoir vraiment créé quelque chose, alors qu'avec l'IA, en tout cas, on pourrait pousser ce genre d'idée, on peut se rapproprier des séquences entières et donc vraiment avoir la sensation d'avoir fait quelque chose de plus complet. Mais est-ce qu'on réussirait à rendre l'IA aussi accessible et fluide pour justement des artistes afin qu'ils se les approprient et que ce soit eux qui les utilisent? Est-ce qu'on, technologiquement, en tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'avoir une notion de prompting vraiment
comment dire, épurée, facilitée, etc., pour se rapprocher au plus de l'action Je ou de la pense que- pensée Je pense que humaine. oui. Ouais. Alors, le prompting, c'est pas forcément évident, mais on peut déjà faire beaucoup de Ça choses passe sans pas prompt. que par le prompt. Ouais, voilà. Ah, On peut faire donc des il y a choses sans d'autres prompt. moyens, d'accord. Ouais, je pensais à alors, en effets spéciaux, des nœuds de création de maths, donc enfin des masques, par exemple, mais aussi de la profondeur d'une image pour refaire des effets. On peut travailler un plan de référence et puis donc entraîner un modèle spécifiquement pour ce travail-là et l'appliquer sur toute la séquence ou les normales. Donc on peut retravailler, obtenir beaucoup. On peut se les approprier et on peut, moi j'ai commencé à le faire, à les intégrer dans les outils historiques classiques qu'on utilise tous les jours, comme Flam, Nuke, pour parler des VFX, mais Blender aussi les capacités d'intégrer tout ça. Et on se concentre pas, il me semble, assez sur les flux de travail, les méthodes de travail en fait, et l'intégration de ces outils. On parle trop, oui, du pouce-bouton, du clic. Mais on voit bien d'ailleurs que les résultats ne sont pas formidables. Ce On qui est prête sûr, pas c'est assez qu'il y a d'attention à ça. il y a des vraies solutions qui peuvent naître de ça. Enfin, moi, même sur des productions sur lesquelles que j'ai faites dernièrement, ça a été une des réponses, par exemple sur le upscaling, tu vois, sur le fait de se dire on a du calcul qui est trop limité par rapport au temps qui nous reste. Donc on va tout sortir en 2K, on va sortir 10 images en 4K, on va entraîner notre modèle à lui dire ta résolution finale, ce sera celle-là. Mais par contre, tout le rendu est fait en 2K précédemment. Et ça a presque un sens, paradoxalement, ça a presque un sens écologique aussi, Bien puisque sûr. du coup, tu ne vas pas conserver de la data sur des data centers ou produire de la data qui va mettre 4 fois plus de temps à rendre que Je pense que celle, tu es même tu vois. bénéficiaire net juste sur ce projet-là. C'est-à-dire Ouais. qu'entre faire le calcul réel 4K et faire l'upscaling, tu gagnes déjà, je pense. Moi, je pense qu'il y a aussi, il faut être conscient qu'il y a sans doute. Moi, enfin, dans les cours que je donne, je suis professeur, il y a des étudiants qui sont évidemment paniqués par l'IA et par tout ça. Et il y a un peu cette idée enfin, qu'est-ce qui va disparaître comme métier? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, dans tout ce que tu parlais précédemment, Julien, comment dire, pour faire un résumé un peu simplifié, c'est vrai que tout ce qui est les outils de rotoscopie, de masque, de clean Je prep, parlais de l'Inde. de caméra tracking, tout ça. Donc effectivement, c'est plutôt des choses qui allaient en Inde et qu'on va pouvoir aujourd'hui, pour des raisons économiques, qu'on va se réapproprier. On peut se poser la question si on se les réapproprie, mais finalement, quand on l'envoyait en Inde, les artistes en France ne faisaient déjà plus leur gamme, en fait, puisque c'était déjà envoyé ailleurs, donc il y a une forme de savoir-faire qui était déjà perdue. Mais c'est sûr que, bon, par contre, pour l'employé indien à l'autre bout du monde, lui, concrètement, il perd son travail. Alors peut-être qu'il peut se réapproprier un marché local aussi, ça, c'est d'autres débats qu'on pourrait avoir. Moi, j'ai aussi l'impression que typiquement, le métier qui était le mien de compositing, il est amené à disparaître dans son état purement mathématique, j'entends. Enfin, je veux dire, 80%, à mon sens, d'un bon compo, c'est déjà régler des blancs et des noirs correctement, avoir une valeur de flou de caméra et de grain qui soit correcte, et déjà... Et en fait, ces 4 choses-là qui ont l'air simples ne sont pas si faciles à obtenir, mais ça me paraît être des choses qui sont analysables et qui sont reproduisibles. Mais en même temps, peut-être qu'effectivement, ça nous permettra de passer, comme je l'ai fait dans des grosses maisons, du coup, plus de temps sur le détail. Et finalement, pourquoi pas. Mais j'ai des étudiants, moi, qui sont inquiets, du coup, mais du coup, c'est quoi la valeur refuge? C'est un petit peu comme en économie, on cherche l'or, du coup. Quel métier faut que je fasse si je veux pas être menacé? Ou comment est-ce que je dois faire pour vivre avec? C'est un peu... Je pense que là est tout l'intérêt de justement légiférer et essayer de protéger au maximum pour ralentir toutes les dérives possibles, pour justement ou pouvoir avoir cohabiter, une c'est cohabitation. là, Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça, c'est-à-dire que ça reste quelque chose qui reste entre les mains des artistes, que l'artiste peut adopter, intégrer dans son processus de travail s'il en a envie. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée à l'école il y a 20 et quelques années, c'était les débuts de Photoshop, tu vois. Moi, j'allais en école d'art et je venais pour apprendre l'aquarelle, pour apprendre l'illustration, pour patauger, en fait, pour faire des trucs, pour apprendre un métier plus tard. Et on m'a dit, non, non, attends, il y a Photoshop, il va s'en occuper. J'étais un peu deg, si tu veux, en me disant, mais moi, je veux mettre les mains dans la pâte. Et en fait, j'ai adopté le truc et j'ai fait, ok, c'est vrai que je peux encore mélanger mes couleurs, je peux travailler les transparences, j'ai toujours mon stylet, tu vois, j'ai toujours la maîtrise du geste. Ce que pour moi, en l'état, l'IA, de manière très brutale, actuelle comme ça, ne fait plus. Mais moyennant une pédagogie, donc un professeur qui vient apprendre je vais revenir sur le terme de ping-pong en fait, apprendre à l'intégrer dans son processus créatif,
il y a voilà, quelqu'un qui va t'aider à te développer, à pousser droit, quoi, un genre de tuteur, et arriver sur le marché du travail avec effectivement un outil et pas un service. Ouais. Je parle de service, rapport texte-image, tu rentres un texte, il te sort une image. Pour moi, ça, c'est un service, c'est pas un outil. Donc ça, déjà, c'est une chose. Et puis, informer aussi des enjeux de l'IA, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, la partie dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Parce que tout le système de data qui est quand même assez obscur pour Ouais. l'instant, est-ce qu'on arrive parce que l'utilisation, elle va être exponentielle et augmenter de jour en jour, je pense. Mais et est-ce que du coup, à terme, on arrivera à avoir une traçabilité des données et des datas qu'utilise l'IA pour nous sortir quelque chose assez précise, ou ça, vraiment, Ouais, je pense que au ce vu que tu de veux toutes les dire, dimensions dans lesquelles ça Je pense top, que dis-moi si je me trompe, ta question finalement, c'est de se dire, si je voulais légiférer, j'ai plein de pistes, peut-être que tu pourras nous dire un peu ce que tu veux proposer, mais est-ce qu'il est possible, on se dit si c'est un algorithme, qu'il a reconstruit une image, a priori, il a été pioché 0,2% ici, 5% ici, 10% là, 3% là, donc finalement, il serait capable de nous sortir une note de frais, de nous dire, voilà, Je crois que je c'est droit des- tant c'est des en droit millions. une d'auteur. sorte de Mais- blockchain. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a été intégré dans les modèles déjà? Est-ce que quelqu'un s'est dit, De tiens, ce serait une retrouver bonne idée de l'image rétribuer source, les artistes? l'ensemble Ouais. des images sources qui auraient pu servir à Ouais, l'image comment finale. ouais. Je crois que c'est plusieurs millions Oui, d'images Ah oui, qui oui, tu sont... parlais de alors, plusieurs les jeux de dimensions données déjà. sont, Oui, ouais, sont c'est- massifs. Je pense que oui, si on voulait, on pourrait, disons. C'est-à-dire que si on légifère C'est encore et qu'on possible. demande voilà, à avoir des preuves de la source, etc. Oui. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on le puisse vraiment. Ce qui est étonnant, c'est que je crois que le jeu de données open source Lion subit beaucoup de problèmes, alors que je trouve que c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut être transparent. Oui. Ils disent, voilà, tout est là, et puis c'est ça que j'utilise. Personne d'autre le fait, remarquez bien que quand même, Meta a donné les poids des modèles, mais ça c'est le résultat, c'est en quelque sorte l'espace latent, si on veut dire, mais pas exactement, mais ils donnent le modèle et pas... Où est-ce qu'ils ont été le chercher? alors, ils sont un peu poussés à le faire pour différentes raisons, mais c'est toujours pas très clair. Et aussi quel est le protocole d'entraînement et comment ils alignent, etc. Parce que c'est massif quand même, en fait. Le nombre de personnes qui sont impliquées, finalement. On s'apercevra qu'en fait c'est un objet culturel, un modèle. En fait, c'est une sorte de snapshot ponctuel d'un morceau de la culture humaine. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est biaisée, c'est pour ça qu'elle a pas... Comme C'est nous, quand intéressant. on crée, au final, on est influencé par tout un tas de choses qu'on a croisées, qu'on a Ouais. vues, qu'on a Oui, regardées, alors etc. ça, c'est un truc qui me fait réagir en Ouais. général quand on me dit mais en fait, toi en tant qu'artiste, tu réagis de la même manière qu'une IA, c'est-à-dire tu vas piocher. Oui, mais en fait, si tu veux, quand tu t'inspires d'un travail pour rentrer dans un courant ou pour influencer peut-être aussi tes confrères et consoeurs ou que tu es toi-même influencé, bref, il y a une espèce de- toute cette influence va passer par le prisme de nos émotions et de nos ressentis, de notre sensibilité. Si j'aime cet artiste, ça soulève quelque chose en moi parce que ça me rappelle des choses de mon enfance, parce que ça peut aussi me rappeler des traumatismes aussi. Ça fait écho à des rêves, à des utopies, des trucs que je veux restituer. L'IA, en fait, elle va piocher mathématiquement, algorithmiquement, froidement, en fait. Et c'est ça qui peut gêner. Le terme de s'inspirer, l'IA, elle ne va pas s'inspirer. Ouais. C'est pour ça que quand on dit ouais, mais le mécanisme est le même, il est assez similaire, mais il est froid en Est-ce qu'il y a fait. une vraie recherche j'imagine que oui, mais je ne sais pas à quel point dans le lien en ce moment sur justement la compréhension humaine et de voir, d'avoir un effet un peu miroir avec l'IA, de comment elle nous perçoit et du coup peut-être mieux comprendre comment on se perçoit nous. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus Je ne suis pas assez grandement trop informé, ça, je ne saurais pas répondre. Moi j'avais commencé à chercher, Ouais. mais je sortais de mon cadre de recherche. Et Mhm. du coup, comme j'étais déjà bien épuisée, j'ai arrêté, mais c'était Céline Benabès qui m'avait dit, la présidente de la charte des illustrateurs auteurs jeunesse, qui m'avait dit intéresse-toi à ce que font les psychologues, enfin, comment psychologiquement l'IA générative peut être analysée d'un point de vue humain, systémique, tout ça. Machin. Mhm. Et j'étais, mais oui. Et est-ce qu'il y a déjà des études? Est-ce qu'il y a des gens,
peut-être des doctorants en fait qui se sont posés la question et qui travaillent peut-être dessus. Et j'ai pas eu le temps de trouver parce que je me suis recentrée. Mais moi je veux lire des papiers comme ça ça. peut être Bah super oui. intéressant. Oui. Après, tu as aussi cette espèce de tendance en ce moment qui est de quantité de personnes qui n'ont pas accès à des suivis psychologiques Oui. tombent dans la Oui, facilité malheureusement, de... le travers. c'est une extension à notre sujet, mais c'est flippant en fait, c'est super flippant. Ouais, c'est ça, le mimétisme, et puis le piège d'anthropomorphiser la machine en fait. Tu vois. Ouais. J'avais lu un truc là-dessus qui était assez rigolo où il disait un truc hyper contradictoire, soyez poli avec l'IA parce que du coup vous allez obtenir des meilleurs résultats parce que ça va piocher dans des banques de données de gens qui parlent mieux. Voilà. Et puis, et en même temps, voilà, si tu lui dis merci, tu régénères un prompt, donc du coup tu régénères la mort de bébé phoque quelque part. Voilà. Donc dis-lui s'il te plaît, mais pas merci. Oui, soyez poli parce que bientôt il dirigera le Oui, monde. c'est ça. Non, lui il a dit merci. Puis il paraît que ça coûte très Mais, cher, justement, comment il s'appelle ce con pardon. Coupera. Michel OpenAI, là, je sais pas quoi. Oui, Sam Altman, oui, c'est ça. Ouais. Qui disait oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Oui. calmez-vous les gars parce que ça me coûte plusieurs milliards par an. Et j'étais t'es bon. Ah oui, d'accord. Au contrario, on arrête tout de l'humanité. Si tu lui parles mal, il va piocher plus facilement du coup sur des textes qui vont apparaître sur Twitter, etc. Et donc du coup, il peut tomber dans le dark. Mais si tu es trop poli, ils avaient tendance à voir que du coup, comme l'IA, elle a pas de pensée en elle-même, mais elle est juste là pour répondre à une attente, elle va comprendre que tu es docile sur ses réponses et du coup elle va te diriger encore ailleurs alors que si tu étais plus strict avec elle, enfin ça part après. On revient sur comment la maîtriser. Ouais, c'est ça. Tu peux être poli mais pas trop. Et pas que pour des raisons écologiques. Ouais, en plus, c'est ça, c'est que ça peut même influencer les résultats de tes recherches. Ouais. Oui, parfois il faut être insistant et vraiment plus froid et direct pour avoir une réponse plus précise. C'est ça. Et honnête. Enfin, une recherche d'honnêteté de la part de l'IA, qu'elle n'a pas naturellement. Ah oui. Ouais. Et ben Michel. Je sais pas si ça vous intéresse, j'avais listé quelques bases de suggestions pour avancer dans le bon sens. Avec plaisir, j'allais dire c'est une ouais, justement, qu'est-ce que j'ai essayé de quelles mettre sont les dans bonnes le monde. solutions. Ah oui, il y avait d'abord œuvrer drastiquement à une technologie plus vertueuse, écologiquement et éthiquement. Faire des campagnes d'information et de sensibilisation tant dans les écoles d'art et les écoles en général, parce que c'est un devoir citoyen en fait de sensibiliser à ça, c'est-à-dire ça existe, mais attention aux dérives, attention, enfin tous les risques en fait en tombant là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait transparence des œuvres utilisées, ça c'est le premier truc en fait, le retour à l'optimisme. Encourager les œuvres de l'esprit créées 100% par des humains via peut-être un label, c'est un truc que j'ai mis en place moi il y a 2 ans, on crée un petit label, et il a été relayé par la CIL, l'association que j'ai cofondée avec d'autres copains et copines, Charte des illustrateurs et illustratrices ludiques, et depuis ça se voulait pas être un label, c'était plus quelque chose pour sensibiliser les consommateurs, un peu comme du bio, en fait, te dire, bah là, t'es en train d'acheter un truc qui a été fait à 100% par un humain, qui a été bien rémunéré, c'est de l'artisanat, voilà, c'est ça. Et donc ça se développe de plus en plus sur plein de jeux de société, et c'est chouette, je trouve, et c'est peut-être, si ça se trouve, ça n'aura même plus lieu d'être, ou soit ça va être remplacé par un truc plus officiel, soit on n'en aura plus vraiment besoin un jour, j'en sais rien, mais en tout cas... ça rappelle ce que fait Pixar, sans motion guarantee, sans motion capture à la fin, et ça veut pas dire que la motion capture est mauvaise, ça veut juste dire il n'y a pas de motion capture. Ouais, et c'est cool. Ouais. Voilà, c'est de l'information aux consommateurs, c'est bien. Informer systématiquement et automatiquement de son usage via un système de token à la manière des photos retouchées numériquement. Non, ça c'est 2 trucs que j'ai mélangés, il fallait que je refasse ma phrase. C'est-à-dire à chaque fois que tu crées une image et qu'elle arrive sur internet, que ce soit une prise de photo numérique d'une œuvre picturale par exemple, et qu'elle arrive sur le net, il y a un système de token qui dit voilà, ça ça appartient à personne. En fait, enfin, ça appartient à la personne qui l'a créé. Génération. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu peux pas la screenshotter pour te la
réapproprier parce que c'est inclus dans les pixels, c'est invisible, ou j'en sais rien en fait, débrouillez-vous. C'est pas mon problème. Technologiquement, on serait capable Ouais, je avec pense que si justement tu ce fais un système screenshot NFT, et que tu le remets, etc. du coup, Technologiquement, on revient à la mode précédente, qui était le blockchain. Ouais, c'est Ouais. ça. Qui est C'est pas très, si vieille en plus le qui est blockchain. très J'ai l'impression que c'était énergivore hier, moi, aussi. c'est fou. C'est une catastrophe écologique ce truc aussi. Ah bah ouais. Parce que ça doit être en mémoire et tout sur les data centers, ouais, c'est pas simple. Bah voilà. Interdire son utilisation pleine dans les domaines de la culture. Je dis pleine, hein, je dis pas. C'est-à-dire, par exemple, t'as un festival du livre, par exemple, ou un salon du livre, et pas laisser Mimi faire. Pardon, Mimi. Un autre Mimi, pas, tout le monde pas est notre ami. Mimi. C'est ça. Michel, faire. Bah, dessine-moi un mouton et ça fera l'affiche du salon du livre et youpla boum, et c'est tout moche, et alors que c'est censé évoquer ou parler à des valeurs, enfin avoir des valeurs profondément humaines, quoi. Voilà. Donc dans ce cadre-là, je veux dire, bah no way en fait. Renforcer la détection d'IA dans les banques d'images pour ne pas duper les acheteurs faisant le choix de ne pas acheter une image générée artificiellement. Ouais, c'est ça. Restreindre son utilisation au milieu professionnel. Donc comme Photoshop, avoir une licence, un forfait un peu dissuasif, un truc qui fait que bah voilà, moi je suis amenée à pouvoir m'en servir, je vais payer ma licence. Peut-être que dans ce prix de licence, il peut y avoir aussi compris une espèce de taxe qui serait mise dans un pot commun et redistribuée aux artistes-auteurs de manière équitable. À défaut de transparence, par exemple, s'il n'y a pas de transparence, bon bah cette somme elle sera reversée, peut-être, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 20 balles par mois, ou j'en sais rien, si ça se trouve, ce sera pas assez, ou j'en sais rien. Je sais pas, c'est un projet et c'est un truc qui discuterait. Et voilà, et créer une aide aussi financière, jurisprudentielle, pour soutenir les artistes-auteurs lors d'un conflit. On pense à, je sais pas, Miyazaki, je sais pas s'il a besoin d'aide, mais sur le territoire, tu vois, t'as Jean-Baptiste Monge, par exemple, qui s'est fait piller de ouf ses boulots, il y a des gars qui ont sorti des livres illustrés à la manière de... En disant même que c'était lui, enfin tu vois, c'était tellement grossier et immonde, et le gars, il peut rien faire parce qu'il n'y a pas encore les lois, parce qu'on sait pas encore trop, ben non, c'est pas vraiment du plagiat, parce que t'as vu, ouais, mais ça se voit quand même, c'est de l'usurpation de style, en fait. Oui, mais vous, c'est pareil entre vous, enfin tu vois, on en revient au même. Et donc, à partir du moment où un gouvernement fait rentrer ce genre de technologie, elle se doit de soutenir financièrement les artistes qui s'effondrent un peu derrière, quoi, qui se font abuser par cette technologie. Voilà. Et alors, justement, pour ce dernier point, il y a un équivalent du coup juridique sur la copie du style ou ce genre de choses, en dehors de l'IA, justement, deux artistes qui vont pondre des choses honnêtement similaires et donc s'accusent l'un et l'autre d'avoir pris le travail de l'autre. Est-ce qu'on a cet équivalent déjà entre humains? Je pense que déjà ça passe devant un tribunal avec un juge, avec quelqu'un qui va bah avoir ouais, il faut l'interprétation. que de toute façon ça passe. C'est le droit d'auteur, et le plagiat est déterminé sur des preuves d'antériorité, en fait. Donc tu vas avoir un notaire ou quelconque preuve qui montre que le document a circulé à une date donnée, un mail, qu'un tel aurait eu connaissance. C'est l'antériorité. Donc on a déjà cet équivalent. Oui, il y a cette base-là, ouais, de date de création éventuellement. Après, sur des styles artistiques, c'est compliqué, tu vois. Attends, Philippe Cazat et Moebius, par exemple, ils se copiaient pas l'un l'autre. Enfin, je sais pas comment ils s'entendaient, les gars. Est-ce qu'ils étaient copains ou quoi? Je connais pas leur vie. Mais c'est deux styles très très similaires, et tu sens que les mecs juste ils kiffaient ce qu'ils faisaient mutuellement, ils s'influençaient. Voilà. C'est ça. Après, je sais pas si l'un décidait d'attaquer l'autre, ce qui se passerait juridiquement. Mais moi, on m'a déjà, ça va peut-être être coupé au montage, c'est anecdotique, mais j'avais fait une illustration et il y avait quelqu'un qui m'avait accusé, qui m'avait écrit sur Messenger et qui m'avait accusé d'avoir copié son personnage. Et je fais, ah bon? Est-ce que je peux voir l'image? Et là, il m'envoie l'image. Et en fait, c'était juste, j'avais fait un lutin, il y a des années à l'époque où c'était ma thématique privilégiée. J'avais fait un lutin avec un coude, comme ça, et il avait les bras assez menus, en fait, très rachitiques. Et le coude avait la même inclinaison, enfin, tu vois, le même angle que sur son dessin.
Mais je vous en prie, attaquez-moi, on va rigoler. On avait tous les deux surtout perdre beaucoup de temps et d'énergie, mais moi je vais sûrement gagner de l'argent. Parce que du coup, elle se basait uniquement sur la position du coude ou Oui, aussi c'est ça. Non, le il style, non, le il fait que avait- ce soit un lutin, c'était c'était même pas pas du du tout un tout lutin, le son même. personnage. C'était aussi un lutin, mais c'était pas du tout le même. C'était Ouais. pas les mêmes couleurs, le même style. Il y avait rien. Il y avait juste ce coude qui avait cette inclinaison-là sur un bras rachitique. Lui, il avait des poils, moi pas. Enfin, je sais. Tu vois, c'était tellement. C'est là que du abstrait coup on en que revient des fois- effectivement à la notion humaine de se dire bon bah il y a quelqu'un, un juge, tu vois. Finalement le boulot paradoxalement il y a aussi ça, hein, il y a la loi et l'esprit de la loi et lui son boulot c'est d'interpréter l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui se passe si, Et, si le juge était IA? Ouais, et c'est ce qu'on veut pas du coup. Pour le coup, C'est un sujet aussi. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, sur la copie du style, effectivement, on peut difficilement se dire qu'est-ce qui est un style et comment on va le définir, etc. Par contre, il y a pas mal de choses qui sont sorties récemment où on posait la question à une IA, génère-moi, enfin, je veux telle œuvre de tel artiste qui n'est censé être pas dans les banques de données et malgré tout, À la manière l'IA, d'eux, tu ouais, veux à la dire. ouais. Bah, c'était plus qu'à la manière d'eux. C'était, je sais pas, je Invente veux un truc de telle lui photo, qui- tu vois, genre tu donnes précisément le type de la photo et de l'auteur, et l'IA te sort une image qui était à 98% correcte, disons. Enfin, donc là, je dis, mais du coup, t'étais pas censé l'avoir dans ta banque de données, celle-là, comment ça se fait que, tu vois. Donc ça, et du coup, c'est un truc auquel on commençait à jouer pas mal d'auteurs en se disant, est-ce que je suis dedans? Tu vois, genre, est-ce que s'il m'arrive un truc, je peux attaquer en disant, Ouais, mais comment ça se fait que je suis dedans? Je crois que tu as un site internet, mais je sais pas quel est le degré de fiabilité de ce truc. Ça s'appelle Been I Have I Used, je sais pas. Enfin, est-ce que j'ai déjà été prompté en gros. Et donc ça te sort toutes les images sur internet qui ont été utilisées dans une data, enfin dans merde, pardon, je suis fatiguée. Dans une génération d'images. Dans une base de données. Donc ça Voilà. voudrait dire qu'on a un En accès aux data justement de comment mais l'IA a alors- retracé tout son Ouais, mais il y a cheminement. zéro transparence dans dessus, l'espace latent, c'est-à-dire en que fait. ça te dit pas quelle plateforme, tu vois, est-ce que c'est sur, Ouais. est-ce que c'est OpenAI, est-ce que c'est Midjourney, est-ce que c'est Flux, est-ce que c'est, j'en sais rien. Et puis ça te dit pas combien de fois, par qui. Ouais, donc c'est encore très flou. pour Ouais, et l'instant, puis si ouais. ça se trouve, c'est juste 3 images alors qu'il y en a 1000, tu Oui, vois. oui, On ne sait pas, peut-être il les a pas reconnues, peut-être aussi que mes images ont été screenshotées et elles ne sont plus associées à mon nom, tu vois. Oui, complètement. Bah, c'est d'ailleurs, moi du coup j'ai répondu non à Meta, Ouais. mais en lisant le déroulé, c'est assez rigolo parce qu'il dit alors d'accord, bon t'as dit non, mais bon, si un pote à toi partage une image ou une information sur ta vie, sache que ça, mon copain, Ça passe. ça passe. Voilà. Bah, Donc, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. ouais, hein. ouais. Donc c'est ça le truc, c'est que tu as une plateforme qui t'offre un service de vitrine en fait de ton travail. Enfin, j'imagine que ce soit Facebook ou Instagram. Tu as l'impression que c'est gratuit, mais en fait non, en fait toutes tes données leur appartiennent et on sait pas jusqu'à quelle mesure ça va être respecté ça aussi, tu vois. Moi j'hésite à partir, mais je sais pas quoi faire. Très bien. Je crois que c'est le mot de la fin. Ouais, pour finir, je pense qu'on peut juste faire un petit tour de table sur vos activités là. Vos actus, Vos actus prochaines, quoi. Qui sont en lien ou non. Bah, par exemple, j'en sais rien, mais qui sont en lien ou non avec Léa, bien sûr. Mais voilà, toi Benjamin, t'as potentiellement une prochaine Ce soir, oui, exposition, je vais sortir ce soir. quelque chose. Demain, il Pas sera immédiat, prêt. mais, D'accord. Quand j'ai des commandes comme ça, Ouais. et en fait, je jongle avec les projets en VFX, quoi. Donc, j'aime bien trouver cet équilibre-là, justement. Et t'as un site internet quand même, Ben. Oui. Comment s'appelle-t-il? benjaminbardou.com. Incroyable. Voilà. Le nom N'hésitez d'un pas. super-héros Marvel. Merci. Ouais, parce qu'il y a les doubles initiales. Oui. Et oui. C'est beau. Est-ce que c'est pas plus DC Comics du coup, tu vois? De quoi, Oui, bébé? c'est vrai. Ouais. dis Marvel, Tu vois, mais Lois c'est DC, en Lane, fait. Lex Luthor. C'est beau. Mais oui, je voulais dire. Quoique Peter Parker. Bon, on va avoir un autre ça- débat, les amis. attention, C'est ça va un partir nouvel, trop loin. Maud, du coup, tu vas être entendu au Sénat bientôt, c'est Ouais. ça? Pour Pas dans l'hémicycle, hein, ça va être, D'accord. je pense, dans un petit auditorium. Je sais pas si on va être 5 ou 70, j'en sais rien. Ça va être la surprise. Ok, donc et ça, du coup, ça sera quand? Lundi C'est prochain. Très bien. Lundi 5 mai. Et après, c'est quoi? Il y a un compte rendu qui va être publié Oui. suite à ça, tu penses? Alors,
Officiellement, je sais pas. Mhm. Il y aura peut-être un enregistrement, une retranscription, soit en direct, soit en différé. Ok. Soit rien du tout. Ça non plus, je sais pas du tout. Mais moi, en tout cas, j'ai noté, enfin, ce que je vais dire est écrit et peut-être qu'on en fera un communiqué à travers de l'intersyndicale des artistes-auteurs. Ok, on checkera. Ok, top. Et à côté, est-ce que tu as justement un jeu de société Ah bah oui, il faut que je mange parce que ça me pompe de l'énergie et puis ça remplit pas du tout le portefeuille, mais pas du tout. Donc, ouais, je fais pas mal de jeux de société en parallèle. Là, je bosse pour un jeu pour Catch-up Game, un genre de BD dont vous êtes le héros, un jeu qui joue à deux. Je bosse sur Pénombre aussi, un jeu qui est la suite d'Agone de Mathieu Gabory. Enfin, c'est pas la suite d'Agone, il faut pas dire ça, les fans. Enfin, bref. Ouais, tu connais? Bien. Voilà. Ce sera une partie. Ouais. On va faire. Et puis plein d'autres trucs. Je bosse toujours un peu pour Fluide Glacial aussi, je fais de la BD avec des poils de cul. C'est récréatif, ça fait du bien. Et puis bon, plein d'autres petits trucs. Mais Et on Ok. peut te suivre du coup t'as un site particulier ou c'est juste sur Instagram? ouais, j'ai un site, mais alors il est pas mis à jour depuis 2015, je crois. On va sur Instagram. Instagram, ouais. Ok. Insta, Ça paraît bien. donc j'hésite à partir. Bah oui, du coup. Évidemment. Bah ouais. Mais comment faire? Bah, faut créer une plateforme éthique. Ouais. Mais est-ce que tous les cons vont, si nous on se barre, est-ce que tous les cons vont se retrouver entre eux? Tu sais, Ça les va être platistes, élitiste. les machins, Ah, tout ça. peut-être. Ils Ce vont sera se intéressant de voir ce nourrir. qui sort de ça. Du coup. Ok, donc du coup, en tout cas, en l'état, là, pour l'instant, sur Instagram, on peut te retrouver sous Maud Chalmel, Chalmel. du coup. Illustration. Illustration. Ok, Si top. vous me retrouvez pas, c'est pas grave. Et j'ajoute On mettra également, Maud, que tu as écrit un article avec un co-auteur, doctorant, qui a été publié et validé par la communauté scientifique, et on mettra évidemment le lien de cet article dans la description, et qui parle notamment des répercussions que peut avoir l'IA générative dans le milieu du jeu de société. Et du coup, Julien, est-ce que voilà, tu as là dans un futur proche une actu Est-ce que tu comptes suivre, Julien? Olivier, J'écris un livre cette nuit. Je vais pas revenir demain. Je crois que je vais lancer peut-être une sorte d'agrégateur d'informations sur l'IA qui permettent d'y voir un peu clair, parce que on est un petit peu dans une avalanche de publications, d'informations, et d'utiliser l'IA pour y voir un peu plus clair. Voilà. C'est ça que j'essaie de faire là, bientôt. Trop Et Julien, bien. quand on a préparé cette émission, tu m'as envoyé plein de liens hyper intéressants. Et du coup, je les ajouterai également dans la description, parce qu'il y en a un petit paquet et c'est vraiment passionnant, que ce soit sur l'intelligence artificielle globalement, sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence, sur les espaces latents. Voilà, je vous invite à lire tout ça. C'est juste une bible et c'est très, très, très deep. Eh bien, merci à tous. C'était donc le premier numéro de Générique. Et avant de vous quitter, nous allons justement faire un petit générique. Et commencer par remercier les gens qui nous ont accueillis ce soir et qui nous ont également aidés sur la partie logistique, à savoir la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. À niveau de l'aide logistique, nous pouvons également citer le Novo, l'école Georges Méliès et l'association Souja qui ont œuvré soit en prêtant du matériel, soit en subventionnant les activités de l'association Level Up. L'association Level Up qui organise donc ce podcast, mais également des événements tous les 3e mercredis du mois. Si vous êtes sur Paris, venez nous rejoindre pour les événements que nous organisons au dernier bar avant la fin du monde. À chaque Level Up, une thématique différente qui commence par 40 minutes d'une conférence sur un thème différent autour de l'art et de la technologie, puis un verre pour trinquer, discuter entre nous, se rencontrer, faire un petit peu d'humain. Enfin, puisqu'il faut parler des Level Upiens, il y a Kevin, Ersan, Franck, César, Larson, Colin, Olivier, Quentin, Jonathan, Jean-Stéphane, Étienne, Sigmund et Stéphane. Merci à eux et on vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Générique.